après ce que la Côte d'Ivoire a vécu, ces Ivoiriens qui ont enjambé des cadavres, des corps sans vie pendant des mois, pendant des jours, ces Ivoiriens qui ont fui et qui sont revenus, ont besoin de se reconstruire, ont besoin de travailler, ont besoin que les leaders les rassurent. C'est de ça que je veux parler. Moi, mon ambition, ce n'est qu'une ambition. Je dis que je vais diriger la Côte d'Ivoire un jour. Mais on ne peut pas me brûler pour ça. Depuis l'obtention de son passeport pour son retour en Côte d'Ivoire, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, s'est ouvert rarement aux médias. À la faveur de son retour le 26 novembre 2022, en terre de Burnie, il nous reçoit à l'Aïe ce lundi 21 novembre pour une interview exclusive. Nous allons passer en revue pas mal de sujets inhérents à l'actualité et bien entendu le fil Ariane, ce sera son retour en Côte d'Ivoire. Et qui parle de retour, parle de ce fameux passeport. Président Charles Blé Goudé, votre passeport, vous l'avez obtenu depuis quelques mois. Votre retour, c'est juste dans quelques jours. On va dire que ce passeport, vous devez l'avoir là sur le plateau certainement. Bien sûr. Il y a eu tellement de difficultés pour l'avoir que je l'ai toujours sur moi. Voilà, je l'ai toujours sur moi. Vous n'allez pas faire un contrôle de police pour me demander de montrer mon passeport. Loin de là. Mais on en a tellement parlé de ce passeport. Et c'est pour ça que je vous pose la question à dessein. Estimant que vous l'avez là sur vous, et si c'est le cas échéant, pourquoi ne pas peut-être le présenter à ceux qui vont nous suivre? Pourquoi pas? D'accord, vous voulez. Je l'ai toujours sur moi, surtout que je suis à quelques jours de mon voyage. Voilà. Ça va. Ça va. Merci beaucoup. Merci en tout cas. On tenait à vous dire encore une fois merci, surtout de nous recevoir. Mais dans une zone sécurisée. C'est important, c'est important. Je ne peux pas parler comme on ici pour parler de zone de confiance. C'est la 4e interview que vous nous accordez. Et depuis maintenant février 2021, nous sommes passés vous voir régulièrement. Et chaque fois, vous nous avez parlé sans langue de bois. Ce sera le cas ce soir. Nous estimons bien. Vous rentrez en Côte d'Ivoire pour parler comme l'Ivoirien lambda. Pourquoi? Vous me demandez pourquoi je rentre dans mon pays. Tout à fait. Parce que pour parler comme l'Ivoirien lambda, souvent les Ivoiriens se disent, mais Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, pourquoi même? Là, on parle de manière relâchée. Et je suis ivoirien. Je suis venu ici relativement à la crise post-électorale pour que soit située ma responsabilité devant la Cour pénale internationale. Ce qui a été fait. Jusqu'à ce que le 31 mars 2021, pardon, ma responsabilité soit définitivement située, se concluant par un acquittement définitif après l'appel du procureur. Je rentre maintenant chez moi à la maison. Je rentre dans mon pays. Je rentre sur la terre de mes ancêtres. On ne demande pas à un Ivoirien pourquoi il rentre en Côte d'Ivoire. Donc je rentre en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas un Ivoirien comme tout Ivoirien, d'autant plus que déjà votre passeport, le temps de sa durée, on sait qu'en Côte d'Ivoire, pour faire un passeport, c'est 72 heures. Votre passeport a mis des mois. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un Ivoirien ordinaire. Et on sait aujourd'hui votre ambition affichée de diriger la Côte d'Ivoire de demain. Forcément, on s'est dit, on aurait aimé voir Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire à l'orée 2025, certainement pour venir prendre part aux joutes électorales. Mais là, on vous voit partir pratiquement. Là, on se dit, mais il est pressé de rentrer. Pourquoi? Même si vous retournez, vous retournez chez vous. Ma vie ne se limite pas des élections. Et la vie de la Côte d'Ivoire elle-même ne se limite pas seulement des élections. Même si, vous le dites, je ne suis pas un citoyen ordinaire, c'est vrai, mais ne vivent pas en Côte d'Ivoire que des citoyens ordinaires. Il y a des citoyens ordinaires qui y vivent, et il y a des citoyens qui ne sont pas des citoyens ordinaires, vu les fonctions qu'ils occupent, les responsabilités qui sont les leurs, et aussi ils y vivent. Donc ce n'est pas parce que je ne suis pas un citoyen ordinaire que je ne peux pas aller chez moi. Voilà, je ne suis pas hollandais. Je suis venu ici pour une situation bien précise. Elle a pris fin, donc je rentre chez moi. Vous êtes un leader politique, vous allez rentrer chez vous. Quel sera l'agenda de Charles Blé Goudé? Je rentre d'abord chez moi. Je vois les miens qui m'ont tant manqué, ma famille, pleurer les miens qui sont décédés pendant que j'étais ici, notamment mon père, mes frères.
voir aussi mes enfants, mon épouse, en gros ma famille, voir mes amis, mes proches, qui aussi ont envie de me voir comme les autres. Leur famille aussi a envie de les voir. Voir les Ivoiriens aussi, qui m'ont soutenu et qui attendent que j'arrive. Voir la Côte d'Ivoire. Aller aussi parler avec ceux avec qui je m'étais brouillé hier. Parler avec les victimes de la crise. Quand je parle de victimes, c'est toute tendance confondue. Je parle à tout le monde. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Je n'ai pas deux pays. C'est dans ce pays que je rentre. Donc quand on me demande pourquoi il rentre, si je partais dans un autre pays, on peut me demander pourquoi il voyage, pourquoi il laisse son pays. Voilà, je vais chez moi. Donc, je rentre chez moi. Je ne vais pas m'expliquer. Qu'est-ce que je vais faire? Laissez-moi arriver, poser mes valises, et puis le reste suivra. Outre ces consultations familiales, bien entendu, avec tous les décès que vous avez connus, avec le fait de retrouver votre famille, vos enfants, vos amis et autres, les Ivoiriens aimeraient vous voir reprendre toute votre place dans le système politique ivoirien. À cet effet, qu'est-ce que Charles Blé Goudé va incarner? Surtout que vous rentrez avec le statut de président d'un parti politique, et surtout un parti de l'opposition. Laissez-moi arriver chez moi. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Respectez ma douleur. J'ai aussi le droit de voir mon pays. Laissez-moi le retrouver. Je ne suis pas qu'un homme politique. Je suis d'abord un être humain. J'ai des émotions. J'ai des sentiments. J'ai une famille à rebâtir qui était désorganisée. J'ai des enfants qui doivent s'habituer à moi, à tous les papas. J'ai des frères à pleurer. J'ai une dette envers les Ivoiriens, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement une dette politique. J'ai de l'humanité à manifester envers eux. J'ai de la compassion à apporter à ceux qui ont perdu leurs parents et qui portent aujourd'hui à vie les stigmates de cette crise-là. C'est pour tous ceux-là que je m'en vais. C'est vrai, je suis président d'un parti politique. La politique, je la fais à vie. Donc j'ai tout le temps. J'ai tout le temps. La question que tout le monde se pose, et en amont, c'est le fait que votre retour ait été facilité au vu des différents accords, au vu des différents échanges que vous avez eu avec l'État de Côte d'Ivoire. Tout le monde se pose la question, Charles Blé Goudé va-t-il occuper un poste? Ça, c'est une question qui revient sur toutes les lèvres. Quel poste vous a-t-on proposé, si c'est le cas? Les gens sont pathétiques. Ceux qui m'ont dévancé, qui sont rentrés avant moi, quel poste occupent-ils? C'était moi un seul d'entre eux qui occupait le poste. Ils ont fait exactement la même démarche. Dans les ambassades au Ghana, au Libéria, en Guinée, en Belgique. Et ils sont tous rentrés. Ce même débat a eu lieu. On a dit que le président Gbagbo a passé un deal, tout cela. Ses porte-parole est obligé de se justifier. Je connais cela. Mais, en ce qui me concerne, je n'ai pas de proposition de poste. Échanger avec un adversaire ne signifie pas forcément vendre son âme. On peut parler. On peut échanger avec un adversaire. Et dans le cas d'espèce, vous venez de le dire, je ne suis pas un Ivoirien ordinaire. J'ai échangé avec l'émissaire du chef de l'État. J'ai eu mon passeport. Ensuite, j'ai eu l'accord pour entrer en Côte d'Ivoire. Sans aucune condition. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Sans aucune condition. Il n'a jamais été question de poste, ni de quoi que ce soit. Non.
Et je salue cette élégance-là, du fait que le président de la République m'ait envoyé son chef de cabinet et qu'on ait discuté sans jamais qu'il m'ait demandé de me dédier, de me renier. Non, on parlait de toutes les questions sécuritaires, tout cela, pourquoi mon retour tardait, il fallait que je patiente. Quand le moment est venu, le président de la République, à travers son ministre de la Justice, a écrit à la Cour pénale internationale pour dire que je pouvais maintenant rentrer. C'est tout. Parce que les gens pensent que c'est à moi que le président de la République a directement écrit. Parce que ça aussi, ça fait beaucoup de bruit. Ce n'est pas vrai. L'État de Côte d'Ivoire a écrit, à travers l'institution judiciaire ivoirienne, a écrit à l'institution judiciaire qu'est la CPI. Et c'est la CPI, moi, qui m'y saisis. Parce que ici, je suis sous couvert de la CPI. D'autant que mon procès était fini et que j'ai été acquitté, la CPI a aussi mené des démarches parallèles. Et nous avons conclu, c'était conclu par le fait que je dois rentrer. Donc, il ne faut pas chercher des poux sur la tête d'un chauve comme moi. Non, je n'ai rien négocié. Merci. Et si proposition il y aurait eu, comment auriez-vous réagi? Non, non, excusez-moi, je ne vais pas faire de la tenue politique. Je ne suis pas là pour faire des dynamories politiques. Voilà, restons dans les faits. Parce que le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, les gens prennent leurs suppositions. Ils transforment leurs suppositions en vérité. Après, leurs vérités deviennent des lois selon lesquelles nous, on doit vivre. Et ils nous jugent à partir de leurs suppositions, de leurs vérités, de leurs lois, ils nous jugent et ils nous condamnent. Et ça devient leur vérité. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Vous rentrez dans un pays 11 ans après, qui a connu pas mal de mutations, sociologiquement parlant, à bien des niveaux. Et on va s'intéresser à la situation des leaders, par exemple de la société civile en Côte d'Ivoire. Je prends pour cas l'une des sorties de celui qui est aujourd'hui le président du comité d'organisation de votre retour, qui est Boga Sako Gervais. Non, le président du comité d'accueil. Parfait, merci de le préciser. Il a dit, pour parler de violation des droits de l'homme, par exemple, le fait qu'une dame comme Pulchéry Balé aujourd'hui soit détenue, cela est en parfaite violation flagrante des tests qu'on se donne. Vous entrez dans un pays comme ça où il y a cette violation qui sont constatées de part et d'autre. Quelle analyse, quel commentaire vous en faites? Vous venez d'Abidjan, non? Oui. Voilà. Mais vous vivez là-bas, non? Oui. Pourquoi c'est comment je vais arriver que ça pose un problème? Mais vous, en tant que leader politique, il y a des leaders politiques qui vivent là-bas, non? Qui étaient en exil et qui sont rentrés, non? Dans le pays où on viole les droits de l'homme. Ils sont là-bas, non? Oui. Voilà. Donc, je vais y venir, je vais voir aussi. Et puis après, on tirera la conclusion. Je ne peux pas, à partir de là, juger ce que je n'ai pas pratiqué. Moi, je suis venu pour faire l'objet d'un procès. Il est terminé. Je rentre en Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas faire des commentaires à partir de ce que l'autre a vu. J'y vais. Mais vous avez les échos tout de même, parce que vous n'êtes pas étranger à ce qui se joue en Côte d'Ivoire. Oui, ça, ce sont les échos. Je vais aller voir aussi, je vais expérimenter. Ce que Edgar Morin a appelé l'intelligence expériencée. C'est-à-dire ce qu'on acquiert à partir du vécu. Mais faire ma propre opinion. Pour connaître les largeurs d'une feuille, il faut aller sous l'arbre. Et tu verras. Vous voyez? Il y a un proverbe qui dit, et je cite, Waye bien walede, wazele igwa. Les gens, eux, ils n'étaient pas là quand la panthère la mettait bas. Ils vont te dire combien d'enfants la panthère a fait. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Calmons-nous, j'arrive. Je vais essayer de m'informer. Vous n'avez pas plus de 11 ans. Dans quelques mois, ça fait 12 ans. Je dois m'informer. Je dois me faire ma propre opinion de ce que j'ai vu. À partir de là, mettre ça en rapport avec la situation actuelle avant de vocaliser. Pourquoi avoir choisi justement Dr Boga Sako Gervais comme président du comité, de votre comité d'accueil? Parce qu'il n'est pas politique. Parce qu'il c'est un défenseur des droits de l'homme. Voilà. Et j'ai voulu un tel monsieur qui n'est pas dans les champs politiques pour pouvoir être le président du comité d'accueil. Deuxièmement, je n'ai pas voulu m'enfermer, d'accord,
dans une clôture politique. Voilà. Parce que j'ai voulu placer ce retour-là sous l'égide du rassemblement, de l'ouverture. Sinon, des personnalités, il y en a beaucoup au COJEP, mais telle n'est pas ma vision. Je ne suis pas venu ici au nom du COJEP. Je suis venu ici au nom d'une grande partie des Ivoiriens. Deuxièmement, quand je repars, je ne veux pas seulement parler à ceux au nom de qui je suis venu ici. Je veux ouvrir les choses. C'est sous cet angle-là que moi je place mon retour. C'est pourquoi j'ai choisi une personnalité autre que celle qui pourrait être membre de mon parti. Vous avez un positionnement pour ratisser assez large, ça se voit dans votre démarche, mais en même temps, quand on parle de Bougas Sakho Gervais à dessein, lorsqu'il dit par exemple du président Laurent Gbagbo que lui, il aimerait voir le président Laurent Gbagbo comme un leader national et non comme un président de parti en ce moment, à l'heure actuelle, d'autant plus qu'il est le président du PPACI, quel commentaire vous faites de cette assertion? Aucun, mais aucun. J'ai dit Vergès. Moi, je ne suis pas un commentateur de la vie politique. Je suis un acteur de la vie politique. Moi, j'agis et les autres commentent. Ce n'est pas moi qui commente les propos des autres. Les commentateurs de la vie politique, c'est des journalistes, c'est des analystes politiques. Moi, je suis un acteur de la vie politique. Ce sont mes propos qu'on commente. Ce sont mes actes qu'on commente. Ce n'est pas à moi de commenter les propos des autres. Voilà. C'est vrai que là, on ne veut pas commenter, même si on parle de votre mentor, on va commencer à dérouler maintenant le fil de cette interview de manière véritable. Vous rentrez aussi en Côte d'Ivoire sur fond de crise dans votre parti, quand je parle de votre parti, de la majorité présidentielle, parce qu'en 2010, vous faisiez partie de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, la majorité présidentielle est éclatée en plusieurs partis. On a le FPI avec Pascal Affi-N'Guessan, le PPACI avec le président Laurent Gbagbo, MGC avec Simone Hervé Gbagbo et le COJEP avec Charles Blé Goudé. Vous rentrez sur fond de crise où la majorité présidentielle est carrément écartelée. Quel commentaire sur ça? D'autant plus que là, vous êtes partie prenante. Vous parlez de quelle majorité présidentielle? De celle de 2010 qui était aux prises oui, aux élections en 2010 face au Mais Vergès, nous sommes en 2022. La crise est passée par là. La guerre est passée par là. L'exil est passé par là. Les emprisonnements sont passés par là. Rien n'est statique, tout est dynamique. D'accord? Donc, il n'y a pas de majorité présidentielle aujourd'hui parce que c'est parce que quand on gère le pouvoir qu'on parle de majorité présidentielle. Mais vous voulez parler de la grande famille de la gauche, mais après toutes les crises, il y a toujours une recomposition du paysage politique. Le savez-vous? Bien entendu. Ceux qui étaient des alliés à la Première Guerre mondiale n'étaient pas forcément des alliés à la Seconde. Vous suivez, hein? Le monde, ce qu'il était avant la chute du mur de Berlin, n'est pas le même après. L'Afrique du Sud, avant l'apartheid, n'est plus la même Afrique du Sud, après la libération de Mandela et après son décès. Les choses évoluent, les choses changent. Ce qu'il faut conserver, ce sont nos convictions et nos valeurs. Mais justement, nous sommes en phase avec tous ces rappels historiques. Donc moi, je conserve mes valeurs. Moi, je suis le même Blé Goudé depuis que je suis là. Je n'ai jamais quitté un parti pour un autre. Quand je finis mon mandat à la tête de la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire en 2001, mes amis et moi, nous allons mettre en place le congrès panafricain, le COJEP. Jusque-là, je suis là. Et maintenant, je considère tout ce que vous dites là comme des conséquences de la crise ivoirienne. Qu'est-ce que nous avons encore en commun? Qu'est-ce que nous pouvons encore faire ensemble? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble? C'est à cela qu'il faut réfléchir. Mais c'est là où on va en venir justement. Parce que c'est bien beau tous ces rappels historiques, mais lorsqu'on voit que... Non, ne dis pas que c'est bien beau. Oui. C'est bien beau, c'est péjoratif. C'est beau. Non, c'est beau. Ça. Voilà, c'est bien beau. Non, loin de nous de rendre vos péjoratifs. Mais c'est très beau ces rappels historiques. C'est très très beau. Mais vous permettez parce que aujourd'hui, vos partenaires d'hier qui sont devenus aujourd'hui, je prends deux sorties. On a vu la sortie de Damana Picasse. Après, on a vu celle de Kone Katina, qui lui dit que Charles Blé Goudé sera traité comme un ennemi politique. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus du même parti politique.
Là, en ce moment, c'est vrai que là, vous avez fait tous les rappels historiques par rapport à tout ce qui est écartèlement des partis après les guerres. Mais lorsque vos partenaires d'hier tiennent de tels propos, qu'est-ce que cela suscite en vous comme réaction? Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. J'ai créé le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, qui à un moment donné a mené un combat. Aujourd'hui, est un parti politique depuis 2015. Je suis responsable devant mes camarades qui m'ont élu comme président. C'est à eux et à eux seuls que je dois des comptes. Je suis un homme libre et je compte le rester. Vous avez parlé de celui qui a tenu ses propos langage, mais moi je ne les vois pas comme des ennemis. Voilà. Nous avons connu ensemble les affres de la crise, parce qu'on était dans le même gouvernement. Ensuite, nous avons connu ensemble les difficultés de l'exil, parce qu'on se voyait là-bas aussi. Et je pense que tout cela est au-dessus de nos positionnements politiques. Moi, je ne serai pas à cet affrontement-là. Je répondrai absent, parce que je le considère comme les miens. Voilà ce que je voulais dire. Vous ne voulez pas l'affront, et c'est tout à votre honneur. Mais tout de même... C'est pas utile, parce qu'on connaît les résultats de tout cela. Après, c'est la désolation. Moi, j'ai tiré les leçons de la crise qui a endeuillé mon pays. Je ne serai pas présent à ce rendez-vous d'affront. Parfait. Donc, c'est tout à votre honneur. Tout de même, votre parti, le COJEP, aujourd'hui, est un parti de l'opposition en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que le mode opératoire des partis politiques de l'opposition en 1990 devrait-il être le même aujourd'hui en 2022, par exemple? Est-ce que vous le pensez? Non, parce que ce n'est pas le même problème. Ce n'est pas la même époque. Ce n'est pas le même besoin. Donc 90 n'est pas 2000. 2000 n'est pas 2010. 2010 n'est pas 2022. Aucune vérité politique n'est statique. Toute vérité politique est une denrée périssable qui change à tout moment. Il faut savoir s'adapter. Il faut mettre son logiciel politique à jour. Et c'est ce que beaucoup tardent à faire. Dans leur esprit, beaucoup sont encore en 2000 ou en 2010. Alors que nous sommes en 2022. Et la crise est passée par là. Il faut accepter cette remise en cause. Faire l'inventaire. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et à partir de là, réorienter son combat. Ce n'est pas être faible que de le faire. Moi, j'ai eu plus de 11 ans pour le faire. Et j'en ai tiré les conséquences. À partir de cette évaluation, auto-évaluation que je me suis faite, je me donne une nouvelle orientation, une nouvelle démarche, qui peut choquer, mais que j'aurai le temps d'expliquer. Ceux qui comprendront tout de suite viendront avec moi. Et pourtant, je ne vais pas faire le bûcher de ceux qui ne comprendront pas tout de suite. J'irai vers eux pour leur expliquer. Et ils me comprendront un jour. Ma démarche, c'est d'être mesuré dans mes actes, dans mes propos. Ce que j'ai compris, c'est que ce peuple-là a été traumatisé. Ce pays a été blessé. Ce peuple-là a besoin d'être apaisé. A besoin d'être rassuré. Et c'est ainsi que j'ai décidé de marcher. Et c'est ainsi que je marcherai. Donc, selon vous, après tout ce constat, le mode opératoire pour l'opposition en Côte d'Ivoire, ça devrait être comment? Je n'ai pas de mode opératoire à dicter à l'opposition. On ne crée pas un parti politique pour dicter un mode opératoire à l'autre parti politique. Alors, vous, en tant que parti d'opposition, quel sera votre mode opératoire, non, le cas échéant? Non, pas du tout. Vous parlez, moi je vous donne ma stratégie. Pourquoi? Devant cette caméra-là? Non. C'est ça qui m'est fait. Je vais arriver en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez me suivre? Suivez-moi, vous verrez. Observez-moi, vous verrez. Ne me jugez pas seulement à partir de mes propos. Jugez-moi aussi à partir de mes actes. Et vous verrez à quel degré vous avez affaire. Parfait. Selon vous, est-ce que le président Alassane Ouattara a-t-il aujourd'hui en face de lui une véritable opposition en Côte d'Ivoire? On a toujours en face de soi une opposition. Cette situation bipolaire existe toujours. D'avoir un parti au pouvoir qui gère et un autre parti dans l'opposition. Donc partout dans le monde où vous irez, vous aurez toujours un régime qui gère, un parti au pouvoir, et puis vous avez des partis dans l'opposition. Maintenant vous parlez de véritable opposition. Moi je ne sais pas dans ce que vous mettez dans le qualificatif véritable. Donc je ne peux pas vous répondre.
C'est quoi pour vous une véritable opposition? Une opposition qui serait vraiment, qui pourrait d'abord au niveau de l'Assemblée nationale être assez représentative, donc par rapport aux textes de loi, faire parler sa voix. Une opposition qui face à certaines dérives, on va dire forcément dans la marge de la collectivité, pouvoir porter de la voix face à un président. Est-ce que cette opposition aujourd'hui on l'a en Côte d'Ivoire? Pour juger l'opposition, il faut contextualiser tout ça. Moi je ne suis pas là. Vous avez deux grands partis dans l'opposition aujourd'hui. Deux grands partis. Les autres partis sont là, je ne les qualifie pas des partis non existants, mais vous avez deux grands partis historiques dans l'opposition. Vous avez le PDCI-RDA, qui était d'abord allié au RHDP, parti au pouvoir, qui en est sorti pour des raisons suffisamment expliquées sur lesquelles je ne voulais pas revenir ici. Donc, qui est maintenant en train de s'organiser pour occuper sa place réelle dans l'opposition. Parce qu'en 2010, le PDCI n'était pas un parti de l'opposition. C'était un parti au pouvoir qui co-gérait avec le RHDP. N'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est maintenant que le PDCI est en train de réellement prendre ses marques dans l'opposition. Ça prend du temps. À côté du PDCI-RDA, vous avez maintenant le PPACI qui était orphelin de son leader et qui existe il y a à peine un an. Mais qui est l'appendice du Front populaire ivoirien, qui était en crise, une vraie crise, où des gens que nous avons connus dans l'opposition, qui étaient des camarades qui marchaient côte à côte et qui regardaient dans la même direction, qui aujourd'hui se regardent à chier de faïence. Quand il y a de telles désorganisations, quand il y a de tels changements, ça prend du temps pour essayer de reprendre ses marques. C'est à cette opposition-là que nous avons affaire. De là est sorti le MGC. Même si le MGC n'est pas pour le moment représenté au Parlement, mais le MGC à sa tête est une présidente non négligeable. De l'autre côté, vous avez le Premier ministre, le président aujourd'hui du Front populaire ivoirien, le président Affi N'Guessan. Ici, vous avez Charles Blé Goudé qui vous parle. Quand on a une telle configuration, ça prend du temps. Donc, moi, je ne vais pas tout de suite jeter la pierre aux autres. J'essaie de me mettre à leur place. Même le RHDP a pris du temps pour s'organiser, pour se consolider. Partant du RDR au RHDP, c'est un mouvement vers une reconfiguration, avec une nouvelle nature. Tout cela dans du temps. La chance du RHDP, c'est qu'ils ont le pouvoir. Ils gèrent le pouvoir. Ils ont les moyens de l'État. Qui les lie aussi. Ils ont un leader avec qui ils sont depuis. Et qui est chef d'État, qui a des prérogatives. Et tout cela lui donne le pouvoir et l'autorité de maîtriser, j'allais dire, son appareil. Ce qui n'est pas le cas des autres. Qui ont connu diverses sortes de crises. Au PDCI-RDA, ceux qui étaient avec eux, il y en a qui sont restés au RHDP, il y en a qui ont rejoint le président Bédier. Il y a tout cela à gérer. C'est ma vision, c'est mon regard. Donc, avant de juger, il y a des facteurs à prendre en compte. Moi, je suis président du COJEP. Je suis de l'opposition. Le COJEP est orphelin de son leader. C'est maintenant que je suis entre les partis en Côte d'Ivoire. Ça me prend du temps pour organiser mon parti politique. Le chemin peut être long, mais on aura le temps de le rendre agréable. Parfait. Tout ça, on entend super bien. Mais est-ce que je veux revenir sur un truc? Lorsque ces dernières années, on a vu comment est-ce que l'opposition aussi a été muselée. Quelle sera la marge de manœuvre de Charles Blé Goudé pour faire avancer les choses? Parce que ces derniers temps, l'opposition n'a pas pu s'exprimer véritablement. Oui, moi-même, pendant que vous faisiez cette observation, moi j'étais muselé ici. D'abord parce que derrière les barreaux, ensuite sans papier, et puis je suis ici, je ne peux même pas sortir de cette ville-là. Je dois tout le temps, 2 fois par semaine, aller me présenter devant la Cour pénale internationale. Voilà la situation dans laquelle je suis. Mais là, on partait en Donc, pouvoir. oui, non, attendez, Oui, mais attendez. Donc, la position, elle change maintenant. Mais vous ne pouvez pas me demander, à près de 7000 km, de faire un jugement. Laissez-moi m'imprégner de la réalité ivoirienne et ne soyez pas pressés. Quand je m'en vais en Côte d'Ivoire, je ne suis pas de passage. Je vais m'asseoir en Côte d'Ivoire chez moi. On aura le temps de passer en revue toutes ces questions dont vous parlez. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous ambitionnez de diriger la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est clair. Mais vous disposez de quoi comme arme efficace véritablement? Ça, c'est pas pour le moment à l'ordre du jour.
Ce qui est à l'ordre du jour ici, où je me vais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas mon ambition personnelle. Je vous répète encore, mon ambition personnelle n'est pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Ce peuple a besoin. Vous savez, après ce que la Côte d'Ivoire a vécu, ces Ivoiriens qui ont enjambé des cadavres, des corps sans vie pendant des mois, pendant des jours, ces Ivoiriens qui ont fui et qui sont revenus, ont besoin de se reconstruire, ont besoin de travailler, ont besoin que les leaders les rassurent. C'est de ça que je veux parler. Moi, mon ambition, ce n'est qu'une ambition. Je dis, je vais diriger la Côte d'Ivoire un jour. Mais on ne peut pas me brûler pour ça. Maintenant, de quelle arme je dispose? Je disposerai de mon offre politique. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre chose dont on doit disposer. Voilà ce que je voulais vous dire. On me dit souvent, oui, il n'a pas d'argent. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour être dirigé. Parce que la Côte d'Ivoire elle-même est déjà riche. Elle a juste besoin de quelqu'un qui peut savoir gérer les richesses de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Pour coller à l'actualité, on a vu récemment un maire ivoirien, ancien footballeur international, Kalou Bonaventure, viré au RHDP. Et les raisons qu'il a avancées, il a dit, le président Alassane Ouattara a bien travaillé pour la Côte d'Ivoire. Il appelle les Ivoiriens à le suivre. Un commentaire déjà. Je vous ai dit que je ne suis pas un commentateur de la vie politique. Mais est-ce que dans cette dynamique, justement, on verra Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, on voit Regardez Kalou Bonaventure. Oui. Il est redevable à deux choses. Sa conscience et puis ses électeurs. C'est à eux qu'il s'est présenté. Et c'est eux qui l'ont élu sur la base d'un programme qu'il leur a présenté. C'est eux, et eux seuls, qui peuvent le juger. Deuxièmement, il y a sa conscience qui le guide. C'est à elle et à elle seule qu'il doit rendre compte. Pas à moi. Parce que nous, on est en Côte d'Ivoire, on se mêle de tout. Notre question n'est pas dans le jugement, c'est juste de permettre de prononcer sur l'actualité. Kalou Bonaventure n'a pas 18 ans. C'est un homme qui a servi la Côte d'Ivoire à un haut niveau sportif. Et après, il a voulu servir son peuple à va-voix. Aujourd'hui, il estime que c'est avec le RHDP qui peut mieux servir sa région. Mais, qu'à faire? Moi, j'ai ma démarche. Moi, j'ai ma trajectoire politique. Je suis qui pour juger les autres? J'observe. Mais j'allais même en venir parce que là, lorsque lui fait ce constat du développement engagé par le président de la République, il se dit il faut le rejoindre. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire, va peut-être voir le développement. Est-ce qu'on pourrait le voir demain virer au RHDP pour soutenir les actions du président Alassane Ouattara, comme dans la dynamique de Kalou Bonaventure, par exemple? Moi, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Kalou Bonaventure est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP. Moi, je veux développer la Côte d'Ivoire demain. Pourquoi on dise au monde aujourd'hui, demain, Charles Blé Goudé, le COJEP, vraiment, ce sont des gens qui travaillent et ce sont des gens qui développent la Côte d'Ivoire. Nous, on va rejoindre aussi le COJEP. Moi, je n'aime pas emprunter les autoroutes déjà tracées. Moi, j'aime bien prendre des sentiers que les gens ont peur d'emprunter. Et puis j'en fais des autoroutes que les gens viendront emprunter un jour. Voilà ce que je suis. On colle toujours à l'actualité. En ce moment, le débat au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce sont les réformes au sein de la CEI. Et s'il y a des députés qui sont opposés à cela, ce sont les députés du PDCI. Et ils l'expriment ouvertement. On voit aussi au sein de la CEI les représentants du parti au pouvoir qui sont beaucoup plus nombreux que ceux de l'opposition. Vous êtes un président du parti d'opposition. Votre avis quand même sur ce point? J'aurai le temps de me prononcer sur la commission électorale indépendante. Ma vision sur là-dessus est très claire. Je préfère en parler quand je serai en Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'AE. J'ai eu tout le temps de passer en revue ce qui pourrait être les germes des crises électorales qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, l'élection tue plus que le sida. On s'en rend peut-être pas compte. En moins de 24 heures, on a des centaines de morts. Le voisin avec qui on a eu le gars hier, on est capable de le décapiter. Quand on parle politique, les Ivoiriens sont méconnaissables. Que se passe-t-il? Quand on annonce une élection présidentielle, c'est comme si c'était une déclaration de guerre. Chacun plie déjà bagage. C'est tout cela qui doit finir. C'est tout cela qui doit finir.
La politique doit participer à donner la vie et non à ôter la vie. On doit comprendre que nous avons besoin de des institutions fortes, crédibles, transparentes, qui permettent aux Ivoiriens qu'on leur retourne le choix qu'ils ont fait dans les urnes. Quelle est ma position là-dessus? Posez-moi la même question qu'a été en Côte d'Ivoire. Parfait. On prend rendez-vous pour cela. Mais justement, par rapport à la CEI, les réformes dont on parle sont issues du dialogue politique qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et ce dialogue politique aussi inclut aussi un sujet très important. Vous n'avez pas eu l'occasion de vous prononcer sur ce sujet. Là, à la faveur de cette interview, on a l'opportunité de vous poser la question. Il y avait la loi d'amnistie qui devait être votée par rapport au président Laurent Gbagbo. Qui de cette loi d'amnistie, on voit une grâce présidentielle? Vous dites? Moi, je suis condamné à 20 ans aussi. Oui, justement. Vous n'avez pas parlé de moi, c'est pourquoi je vous pose la question. Parfait. Bah, d'autant plus que cette loi d'amnistie vous concernait, vous et le président Laurent Gbagbo, et que c'est lui qui a bénéficié plus ou moins en ce moment de la grâce présidentielle, que de cette loi d'amnistie, on voit une grâce présidentielle. Si vous devez vous prononcer sur cet état des faits, où on essaie de tordre tout de même à l'application des décisions prises lors d'un rassemblement politique, le cadre du dialogue politique, qu'est-ce que vous, en tant que leader politique, vous pouvez dire face à ce genre de faits? Vous savez, je ne suis pas ici par procuration. Je suis ici parce que ma responsabilité individuelle est engagée. Et la responsabilité pénale, elle est individuelle. Je suis venu ici face à une Cour pénale internationale. Pour répondre à des crimes graves, j'ai été acquitté. Je suis ici pour le même crime. J'ai été condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la plaisanterie. Laissez-moi arriver chez moi. Concédez-moi cela. Je ne suis pas en vacances ici. Je suis politique. Président d'un parti politique. Condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. J'étais en exil. Nous étions tous au Ghana. Mais moi, j'avais un mandat d'arrêt de la CPI contre moi. J'avais une mesure d'interdiction de voyage de l'ONU contre moi. J'avais un mandat d'arrêt international du gouvernement de mon pays contre moi. Jusqu'à ce que je sois arrêté. J'étais en prison à la DST. Transféré à la CPI. Tout le monde rentre. Je suis le seul homme politique de l'ancienne majorité présidentielle qui est encore ici. Parce que tout le monde est arrivé. Du premier, du chef de notre équipe, de notre leader, jusqu'au dernier. Tous, ils sont rentrés, sauf moi. Les ministres de la Défense sont en Côte d'Ivoire. Les généraux sont en Côte d'Ivoire. Ministre de l'Intérieur en Côte d'Ivoire. Eux tous sont en Côte d'Ivoire. Bon, c'est pas le président lui-même. Et moi, je suis ici. La raison doit être expliquée. Laissez-moi rentrer en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Là, vous avez votre passeport. Laissez-moi rentrer. Oui, non, je l'entends bien. Vous rentrez dans quelques jours. Laissez-moi rentrer en Côte d'Ivoire. Vu que vous parlez de 20 ans, justement, c'est 20 ans. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de loi d'amnistie pour le président Laurent Gbagbo, vous allez aussi bénéficier de la grâce présidentielle, ce qui vous limite dans vos ambitions. Quelque part, est-ce que cette épée de Damoclès ne va pas longtemps rester sur votre tête? Laissez-moi rentrer en Côte d'Ivoire. En politique, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Je vous le répète, en politique, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Laissez-moi rentrer en Côte d'Ivoire.